Mustapha Lama, bonjour. Je vais vous lire un de mes petits poèmes. Poème, comme lui. Comme lui, il est né sur un mot. Comme lui, il est né dans l'espérance. Comme lui, personne ne comprend son enseignement. Comme lui, il a les stigmates sur son corps. Comme lui, il a l'esprit, mais peu le reconnaissent. Comme lui, il guérit, sans distinction, les plus pauvres et les plus riches. Comme lui, il a dépassé le stade du sujet passif pour devenir le verbe en action. Mais à la différence de lui, il n'est pas revenu pour se faire crucifier, ni se laisser opprimer. Poème. Mustapha Lama, 1999. J'avais 38 ans. J'en ai 47 à l'heure actuelle. Titre: L'abandon. Oui, je sais, vous m'avez abandonné, seul dans le désert de mes sentiments. Assoiffé d'amour, je suis resté seul dans le désert. Maintenant, vous voyez, je suis debout. Vous me demandez quel est mon secret. Je vous le livre, malgré votre abandon. Quand j'étais dans la douleur, au milieu du désert, de mes sentiments, quand j'avais soif de votre amour, dans le désert de mes émotions, je m'abreuvais de mes propres larmes. Maintenant, plus personne ne peut m'abandonner, car je me nourris de vos épreuves. Mustapha Lama, poème. J'avais 38 ans quand j'ai écrit ça. J'en ai 47 aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans. Mustapha Lama, titre: Les mots. J'ai créé une armée à partir de mon esprit. J'ai créé une armée dont les guerriers sont les mots. Les mots me sont fidèles, à concurrence d'une solde. Payé au sacrifice de mon inspiration, combien de temps vais-je pouvoir être le chef des mots? Car je sens que mon pouvoir vacille et que la répétition des mots s'organise. Je ne peux accepter la dictature future des mots. Je vais donc créer une autre armée, plus puissante, que je nommerai la vision. Sérieux. Poème. Mustapha Lama, 1999. J'avais 25 ans. Pour toi, mon amour. Aimerais-tu entendre une petite fable sans méchant loup? Juste des gens fous, comme dans un rêve qui devient flou. Sans mise en scène ni scénario, juste ton esprit qui prend un coup. Encore pour toi que du bonheur. Je vais te faire vivre, ô mon amour, un sentiment de joie à titre d'amour. Ou rien que pour toi, je vais te faire vivre, ô mon amour, un sentiment d'amour. Dis-moi seulement si tu ressens ce souffle de vie pure qui est en nous. Et si tu le veux bien, juste un petit message, un miracle d'amour qui t'appartient, comme un autre film sans fin ni loi. Peut-être un jour, oh mon amour, tu comprendras
ce que je te dis. Toujours, ô mon amour, je m'efforcerai d'être fort pour toi, si tu le veux. Penses-tu vraiment qu'une flamme d'amour peut parcourir un temps entre toi et moi? Ne t'éloigne pas, car je te parle d'une petite fable sans méchant loup, avec d'autres fous qui désertent mes sens comme une illusion qui transperce mon sang. Pour toi, mon amour. Poème, Mustapha Lama. Amour des cimes. Ils disent toujours qu'ils ne m'aiment pas, mais c'est normal, puisque dans leur cœur, je ne vis pas. Ils rient toujours quand je suis mal, mais c'est normal, puisque ma douleur, ils ne la vivent pas. Aussi loin que je me souvienne, ils m'ont toujours banni de leur tour de Vienne. Et pourtant, malgré leurs cris de haine, j'ai souvent voulu les aimer. Mais mon amour ne valait pas assez cher. À leurs yeux, je n'étais que chair. Malgré tant de haine à mon égard, je suis resté fort et sans égard. Au plus profond de ma solitude, j'ai crié tout mon espoir. Au plus loin de mon souffle, j'ai eu l'écho de mon écho dans le gouffre. Oui, enfin, elle était là. Sur son regard, je place tous mes espoirs. Grâce à toi, mon amour, je peux affronter tous les maîtres de ce monde. Dès que je l'ai vu, je me suis senti en paix. Je peux maintenant vivre tranquille, franchir des montagnes de rimes, sans perdre la hauteur des cimes. Je peux partir vers le ciel, sans rancune ni fiel. Merci mon amour, tu es mon miel, et ton amour m'inspire le ciel. Je t'aime mon amour. Le 23 octobre 2018, Mustapha Lama. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que j'appelle le nivelage de la société, l'horizontalité des choses. On vit à une époque où tout est vu à l'horizontale. Rien n'est vu vers la verticalité. C'est-à-dire que on nous propose un horizon, mais un horizon qui est planifié, structuré, de telle sorte que nous ne puissions, nous, les humains, jamais nous élever à des niveaux supérieurs. Et ce, de manière assez vicieuse. Cette méthodologie consiste à donner aux humains une vision standardisée. Ce système nivelle les choses vers le bas. Il les aplatit. Il valorise ce qui est faible. Il dévalue ce qui est grand. Ça va nous donner plutôt une société standardisée. Tout ressemble à tout. L'oiseau ressemble au cigare, le cigare ressemble à la voiture est comme l'église est comme le ciel est comme la mer. L'humain est une chose parmi d'autres choses. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Cette notion-là, c'est ce que j'appelle l'horizontalité. Tout est à l'horizontale. Le sentiment du bien ressemble au mal, le mal ressemble au bien. Et au milieu de tout ça, l'humain, lui, il a de moins en moins de points de repère. Car il manque de verticalité.
il manque de spiritualité. Il n'y a plus accès. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin de vous. Mustapha Lama, Mons, 1999. J'avais 28 ans. Titre: À vous la société. J'étais en attente d'un grand miracle. Peut-être que je rêvais, pour garder un peu d'espoir dans cette vie si morose. Vous ne m'avez même pas entendu pleurer mon désespoir. Maintenant, vous savez pourquoi je vais de l'avant. Encore une fois, la société est en faute. Encore une fois, la société est en faute. Maintenant, laisse-moi te raconter la vraie histoire. Le parfait nous a créés pour nous aimer, jusqu'au jour où l'un de nous a décidé d'être le chef à tout prix. Sans même ton avis, il a réuni les siens pour une première guerre. Et le sang a coulé comme la rivière sans fin. Puis, ils restèrent sans voix, avec le silence comme seul paiement. Ils venaient de se rendre compte de leur bavure. Encore une fois, la société était en tort. Encore une fois, la société était en tort. Titre: En parlant d'hier. Lama Mustapha, fait le 10 février 1999. J'avais 28 ans. Ce matin, j'ai dépassé la mort. Elle ne me paraissait pas trop pressée. Dans son comportement, elle avait quelque chose de sage, comme la douceur de la brise matinale. Les gens l'ignoraient, tout en la voyant. Ils ne voulaient surtout pas l'arrêter dans sa lancée, comme si elle leur rappelait un proche qui un jour décida de l'accompagner, elle, la mort, concubine dont personne ne veut, et dont tout le monde un jour est forcé d'embrasser. Elle, la mort, qui vit depuis le début des temps. Elle, la mort, qui ne vieillit jamais. Elle, la mort, qui ne meurt pas. Elle était lente, trop lente pour moi ce matin. Alors je lui dis: non, pas aujourd'hui, ma douce. Peut-être une autre fois. Une fois où je serai moins pressé par la vie, plus sage, plus calme. Ainsi, ce jour-là, nous pourrons partir vers notre Créateur ensemble. Ce matin, j'ai dépassé la mort. Ce matin, j'ai dépassé un corbillard. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous m'écoutez ou quand vous me regardez. Mustapha Lama. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un texte, un de mes premiers textes que j'ai fait à l'âge de 25 ans, qui va être probablement dans mon livre qui s'intitule La métaphysique transcendantale. Alors je vais donc vous faire quelques lectures de ce livre. Et cela, je l'ai fait le 25 mars 1996, c'est-à-dire 96 pour les Français. J'avais 25 ans. Le titre s'appelle Mission fictive. La vérité ne se prouve pas, elle se ressent.
Le niveau supérieur ou inférieur est le simple fait de l'homme. Un pavé est de même consistance qu'il soit en bas ou en haut d'une rue. Le temps n'a pas de place dans ce monde. La logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. C'est notre imperfection qui fait que nous sommes de simples créatures. Quelle stupide créature que nous sommes, car nous devons toujours avoir une preuve pour croire, confèrent les petits magiciens de cirque. Non, je ne suis pas un clown qui vous exhibe son talent, car je ne fais que la fonction que le parfait m'assigne. Le monde et le paradis ne font qu'un. Paradis bien et enfer mal ne sont que des interprétations créées de toutes pièces par l'imparfait. L'homme se croit plus malin que le malin. Sachez que mon rôle n'est ni plus ni moins valeureux que le vôtre. Je suis un simple mortel qui est dans un monde d'immortels. 3 est le chiffre humain pour vous désigner notre nombre. Jeune asiatique, futur traître, vieux brésilien, le futur neutre, et le jeune arabe codé. Principe du jumelage de l'âme. Tous, nous naissons dans le sens de la création, en 2 âmes unies, et c'est à vous de la trouver. 2 âmes unies ne peuvent être désunies par les inconvénients de l'enveloppe charnelle. Par exemple, le divorce, la mort, la séparation. Et toutes ne peuvent être réunies sur Terre. Juste pour donner le ton. J'écris, mais ce que je ressens ne peut être exprimé en code humain. Donc, croyez. Le bien et le mal ne peuvent être perçus de la même manière d'une tribu à l'autre. Pour exemple, un Africain fête la mort alors qu'un Occidental la pleure. De même, l'enfer et le paradis ont été exprimés en fonction de certains codes, en référence au culturel, les us et coutumes différentes d'un pays à l'autre, laquelle n'a aucune différence pour moi, car une enveloppe charnelle est une enveloppe charnelle, et rien d'autre. Je ne suis pas un évangélisateur. Je ne souhaite pas vous endormir ou vous convaincre. Je ressens le fait que mon enveloppe charnelle est de plus en plus en concordance avec mon âme, sans aucune prétention à l'égard des hommes, je me sens différent. Le cycle de l'âme. En effet, une âme a un cycle plus ou moins constant. Elle parcourt un chemin constitué d'enveloppes charnelles. À la fin du cycle, elle se tâche ou se nettoie en fonction du comportement relationnel de son enveloppe charnelle. Une enveloppe peut être un animal, un objet vivant, élément organique, dans lequel l'âme est inactive, comme si elle était en attente, en stand-by, tandis que dans l'homme, elle s'active, à concurrence que cet humain fasse partie de son cycle actif. Voilà, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous et prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous m'écoutez ou quand vous me regardez. Alors aujourd'hui j'aimerais vous lire un texte que j'ai fait à l'âge de 26 ans, bientôt avoir mes 47 ans dans 3 jours, 1997, 97 pour les Français. Et ce texte s'appelle « Les dérives de l'alcool ». L'alcool est comme le malin. Il vient sous forme liquide, agréable au palais. Ensuite, il s'introduit avec douceur ou ardeur dans ton sang. Puis, il t'inhibe l'essence, te prête une sensation d'errance, sensation de bien-être qui ne tardera pas à te réclamer hors séance. Ton esprit et ton corps ne peuvent plus réagir à ce poison. Ils te prêtent une absence d'esprit
Il te fait oublier ce que tu es. Il ne manque pas de te rappeler ce que tu voulais oublier. Non, vraiment, n'en abuse pas et évite d'en boire trop, car ce liquide entre comme un ami et te frappe comme un traître dans tes organes les plus importants, le cœur, le foie et l'esprit. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et prenez soin de vous. Vous êtes prêts? Bien assis confortablement dans votre sofa ou dans votre bureau? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à percevoir la puissance? Vous êtes prêts à écouter mon texte? Accrochez-vous, mesdames et messieurs, le décollage va commencer. Ce texte, je l'ai écrit à Mons, en Belgique, le 20 juillet 1998, j'avais 27 ans. J'en ai bientôt 47 dans quelques jours. Ça fait plus de 20 ans. Le texte s'appelle La structure. Accrochez-vous parce que ça va être chaud. La structure. J'écrirai mon œuvre en vers pour que le noir et le blanc n'aient aucune place dans ce recueil d'idées. J'écrirai en vers pour que l'opposition des masses ne prenne aucune place, car le parfait ne désire nullement que la méfiance et l'horreur ne puissent transpirer de mon œuvre. J'écrirai en vers pour prouver que l'équilibre existe aussi dans le verbe et que la tolérance et la nuance font également partie d'un tout. Les lois de l'équilibre peuvent elles aussi faire partie prenante dans la nature des sentiments et que l'on peut également les définir avec d'autres armes que les lois mathématiques ou scientifiques, car le parfait définit ce qu'il veut, comme il le veut. Nul ne peut être plus parfait que le parfait. Sachez que je ne suis pas là pour vous et que vous n'êtes pas là pour moi, mais que le parfait est là pour nous. Inspiration divine, qui ne peut être issue que d'une entité supérieure que nul ne peut atteindre. Le parfait est une intelligence constante, indéfinissable, puissance infinie. Elle est bonté et bonheur, éternel amour. Amour et bonté sont inséparables, car l'une ne peut vivre sans l'autre. J'écris à qui sait lire, je lis à qui sait entendre, je vois pour qui sait voir. L'ignorance des uns est le réceptacle des non-savoirs des autres, car qui ne sait enseigner ne peut prétendre au statut d'homme cultivé. Et qui ne peut donner ne saura jamais recevoir. Oh oui, ces notions sont simples, me direz-vous. Cependant, elles sont tout aussi complexes dans l'esprit limité de l'action réfléchie de l'homme. Cette action est figée, car les membres sont dominés par la conscience, et si cette conscience ne peut s'installer que dans l'inactivité, alors vous serez figé, paralysé, par un sentiment négatif qui engendre de ce fait la peur, la haine et l'ignorance. Sachez que nul être ne peut être sans être, que la loi du divin s'est faite sur cette terre comme dans la galaxie, car le parfait a créé l'incréable et l'inconnaissable. Vous, qui ne vous satisfaisez que d'une petite lueur, alors que le parfait, le divin, est une lumière puissante et ardente. Non, ne niez plus ce qui est fait, sachez que par l'action naît le plaisir de rencontrer tôt ou tard la perfection. Le regard est une illusion créée de toutes parts par nos sens. Cependant, la vraie vue peut vous être d'une grande utilité. Si par méfiance vous n'êtes pas apte, c'est dans la confiance que vous excellerez. Non, je ne suis pas là pour vous, et vous n'êtes pas là pour moi, mais le parfait est là, le parfait, le divin est là pour nous. Que cela soit dit, écrit et que cela soit fait.
Sachez que ma fonction est aussi précise qu'une flèche allant droit dans le centre de la cible. Rien, ni esprit, ni démon, ni idéologie, ni mesquinerie, ni le diable ne pourront stopper la vraie connaissance. Je parle aux mystiques de l'Orient et de l'Occident. Vous cherchez ce que vous ne pourrez jamais trouver, car votre avarisme et votre égocentrisme n'ont mené qu'à des guerres, des sectes et des conflits. Que vous croyez donc que le parfait vous a doté d'un quelconque pouvoir. Gare à vous, car ce pouvoir n'est que votre ego en délire. Oui, je vous le dis haut et fort, vous êtes capable d'atteindre ne fût-ce que le niveau d'un âne face à un pont, alors vraiment, vous êtes des puissants. Seulement voilà que votre connaissance, votre intelligence, votre égocentrisme sont comme cet animal frustré de ne pas comprendre que ce pont lui permettra de franchir une rivière et que sans ce pont, il ne pourra rejoindre son étable où eau et denrées l'attendent. Donc, ne vous croyez pas au-dessus des hommes. Sachez être humble et respecter votre prochain, car lui pourra peut-être vous aider à franchir ce pont avec une simplicité et une bonté dont même les plus avertis de vos maîtres ne pourront disposer. J'écris en français, mais mon langage est sphérique et ne peut être traduit en langage humain. C'est pourquoi je m'efforcerai de vous faire franchir le pont. Alors, je vous en prie, ne soyez pas des ânes. Sur ce, je vous laisse. Je vous avais prévenu qu'il fallait s'accrocher. Vision du progrès social, Mustapha Lama. Titre 1. Toute ma vie au service du progrès social. Mes chers concitoyens, c'est dans le combat et la persévérance que je mets tout mon talent afin de défendre la légion des plus démunis de notre société. En effet, une majorité de nos concitoyens subissent des difficultés financières croissantes, résultant d'une politique financière mondiale basée sur la cupidité et le lucre. Cependant, je pense que nous sommes également responsables de cette ruine globalisée, au niveau national en Belgique, par un manque de choix judicieux de leurs représentants politiques. Je m'explique. Comment, en ayant un parti politique de gauche aux commandes, nous avons pris à tour de bras privatiser la majorité de nos actifs de production? Notre gauche sociale serait-elle trop timide et de ce fait au service des dérives cupides du libre marché que je nomme le capitalisme dictatorial? Je me pose la question. En cette année 2012, je pense que notre Premier ministre se bat vaillamment pour maintenir une cohésion nationale, cependant trop laxiste au niveau des politiques sociales et des erreurs évidentes au niveau de l'utilisation des leviers politiques pour maintenir un niveau social efficace en Belgique. Je me permets de rappeler que la stabilité et les rapports sociaux sont déterminés par la faculté des États à maintenir une sécurité sociale pour tous, et notamment dans un pays comme la Belgique ayant opté pour un État dit de providence. Je pense que le climat de suspicion entre les gens qui travaillent et les sans-travail est une erreur fatale, car cela revient à la lutte des classes. L'histoire nous a démontré que cette dernière n'est jamais bonne pour la stabilité d'un pays et la solidarité de ses citoyens. Dois-je rappeler par ailleurs et de manière anecdotique que vu la politique de licenciement massif des grosses entreprises de notre pays, les personnes ayant un travail aujourd'hui peuvent malheureusement demain, elles aussi, se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire chômeurs. Donc, il est important que nous soyons tous solidaires, liés par une responsabilité commune de respect et d'entraide. Ensemble, nous serons plus forts. Dans ce contexte incertain
On ne peut laisser la chance ou la coïncidence heureuse solutionner les maux d'un capitalisme dictatorial qui opprime, nivelle la classe moyenne vers le bas en créant de nouveaux pauvres. Et pour conclure ce discours dont le combat ne fait que commencer, et en vous remerciant d'avance pour votre écoute, sachez que moi, Mustapha Lama, je reste disponible pour celles et ceux ayant la même approche analytique et qui veulent m'aider dans ce combat au maintien pour tous d'un niveau de vie raisonnable, symbole de prospérité. Merci concitoyens, Mustapha Lama. Mons 2012. Artifice quand tu nous tiens. Qui d'entre nous croit réellement au monde qu'on lui propose? Personne. Cependant, et à défaut de chercher mieux, nous sommes dans l'acceptation d'un monde artificiel, composé de matière, et donc de matière brute, agencé de telle manière que nous puissions vivre, soi-disant, de manière sociale et équilibrée. Mais, car il y a toujours un mais avec moi, c'est ce qui me permet d'avancer dans mes analyses, une sorte de point de repère intellectuel qui me rappelle le déclenchement de la remise en question du concept d'existence qu'on nous propose. Donc, et pour revenir à nos propos, mais dans la réalité palpable, vous savez, celle que vous ressentez au lever du jour, cette ironie matérielle n'est pas viable dans le temps. Donc, selon mes modestes estimations, nous sommes à terme dans l'obligation de revoir ce système inégalitaire. Et pour cela, nous devons évoluer vers une conscience supérieure, non réservée qu'à une élite, mais à tous. Je sais que beaucoup diront que je suis un utopiste en puissance, mais il n'en est de rien. Et si utopie il y a, elle sera préférable aux inégalités du genre humain. Je vous remercie pour votre écoute. Votre dévoué, Mustapha Lama, Mons 2012. Mustapha Lama, titre La conscience du savoir. J'ai écrit ce texte le 24 du 6 en l'an 2000, et j'avais 29 ans. Mon centre est autre, ma vie est autre, mes pensées sont autres. Cependant, la vérité est une et nôtre. J'ai vu le reflet d'une entité, définie selon des critères que vous ne connaissez pas, car pour le vivre, il faut l'être. Donc, ne me demandez pas qui je suis et où je vais. Demandez-vous seulement qui vous êtes et où vous allez. Car là est la réelle question. Si vous ne pouvez y répondre, faites-moi confiance, car grâce au parfait, notre humble créateur, je peux facilement vous définir le pourquoi du comment. Je m'éloigne pour mieux revenir. Car quand la compréhension n'est pas au rendez-vous, il vaut mieux s'abstenir, puisqu'un propos vide de sens n'est pas utile dans une sphère intelligente. J'ai vu ce que vous verrez, j'ai entendu ce que vous entendrez, j'ai senti ce que vous sentirez, car ma définition est multiple, et mon créateur a fait l'incréable, et mon créateur a fait de moi un petit point. Pas dans le sens de la vanité ou de la compétition, mais tout simplement un petit point dans l'amour et la compréhension. Car sans amour, le fleuve ne peut plus être liquide. Et sans compréhension, nous ne serions que des machines robotisées par le système. La question n'est pas de savoir si je suis meilleur ou supérieur. La question est de reconnaître que nous sommes différents
et surtout que le parfait est notre source de départ et notre océan d'arrivée. Pas de savoir réel sans l'accord du Seigneur. Ô Seigneur, fasse que nous, les humains, puissions un jour comprendre que nous ne sommes pas les seules créatures dans cette sphère, mais que ta puissance ne cesse de créer différents systèmes qui permettent au cosmos de se maintenir en équilibre et en équation face au désordre des sentiments qu'engendrent les sceptiques et les négateurs. Ne terminons que par ton amour, à toi notre Créateur le parfait. Fais l'annonce de l'enquête du 6. Merci de votre écoute. Ça dépend du fait de m'écouter ou du fait de me regarder. Alors, en ce jour de grisaille, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire quelques extraits de mon livre intitulé Le Fils de lumière. Je vous lis le sommaire d'abord. Donc on a plusieurs titres. Le premier c'est 1 million d'expressions. Le deuxième c'est Monsieur le sociologue. Le troisième c'est le sacre du philosophe. Le quatrième c'est J'analyse donc je suis. Le cinquième c'est Désolé Madame Aïda, je ne parle pas japonais. Le sixième titre c'est La Brisson danse derrière le hublot. Le septième titre c'est Chuter la tête vers le haut. Le 8 c'est L'interlocuteur interloqué. Le 9 c'est Matt Leski alias ML. Et le 10 c'est Je dis ans. Donc je vais pas vous lire le livre, mais je vais vous donner quelques extraits sur chaque, et donner quelques informations sur chaque titre. Je vais vous donner une information du contexte dans lequel j'ai écrit cet ouvrage. Alors, Fils de lumière, c'est une série de titres, une série d'idées que j'ai décidé de mettre en écrit et de transmettre dans ce livre-là. Alors, on va commencer par 1 million d'expressions. Pourquoi j'ai utilisé ces 1 million d'expressions? J'ai utilisé ces expressions-là dans le sens où ce sont des expressions que j'utilise assez souvent. Et j'ai décidé de les transcrire de manière matérielle, donc par écrit, pour pouvoir me souvenir de ces expressions. Donc je vais vous en dire une, par exemple, je les ai mis toute une à la suite de l'autre avec une date, je les ai datées. Celle-ci, par exemple, une des premières ici, que j'ai faite en 2013, je l'ai fait encore en Belgique, à Nice. Et donc, c'est Jordan. Celle-ci, je vais vous expliquer après à qui je l'ai écrit. En fait, nous sommes tous des pantins au milieu d'un plan cosmique supérieur. Et nos modestes ambitions ici-bas, malgré le fait que nous paraissent difficiles à acquérir, et de ce fait nous placent dans une situation de cumul sans fin, ne sont à vrai dire en aucune manière sous notre contrôle, et encore moins sous l'influence du dogme dictateur de notre ego démesuré. Portez-vous bien, c'est l'essentiel. Alors, c'est parti de beaucoup d'existentialisme, beaucoup de métaphysique dans ce sexe-là. Cette expression-là, j'en ai parlé, c'est une expression que j'ai utilisée à quelqu'un qui m'écrivait, qui est un proche à moi, qui est mon grand frère. Et nous étions dans une conversation par écrit, et j'ai donné à mon frère
donner à un individu qui est intime, mais en réalité, elle détermine ma vision, ma pensée globale. C'est une pensée globale que j'ai en face à mon frère qui est mon grand frère. Ensuite, je vois ici la pertinence de nos analyses sociologiques actuelles n'est pas la soustraction de mes ignorances futures, mais elle représente le cumul additionnel de mes connaissances passées. Alors, cette expression-là, je l'ai utilisée en répondant à une personne avec qui j'ai fait un débat. C'est un journaliste de ici sur Amsterdam, mais nous étions dans un colloque international, et nous communiquions, et j'ai décidé de lui répondre à cette analyse, parce qu'il était un peu dans le doute, car je suis quand même quelqu'un d'assez mystérieux. Et j'ai torqué la pertinence de mes analyses sociologiques actuelles, mais par la soustraction de mes ignorances futures, nous avons présent une cumul additionnel de mes connaissances passées. Dans le sens où un individu ne vous parle pas d'une ignorance, et quand il dit les choses avec fermeté, en général, c'est qu'il les a expérimentées. Et on ne parle pas de cet individu, on parle plutôt de moi. Je ne passe pas mon temps à parler de quelque chose que je ne connais pas. J'ai pris le temps d'étudier le thème, j'ai pris le temps de bien réfléchir, j'ai pris le temps de bien gérer les informations. Ensuite, je peux me permettre de les transmettre. C'est ça que ça veut dire. Alors, d'idée, j'en ai lu aussi l'opacité de la matière conduit les humains vers la noire obscure. Même l'étincelle de l'esprit fut-elle si puissante, ne désire plus illuminer le chemin. Ça fait un tout petit peu plus métaphysique, je dirais un peu plus spirituel. C'est une phrase que j'avais utilisée lorsque j'étais aussi avec un dialogue avec un écrivain qui est en France et qui voyage énormément, et nous parlions de spiritualité. Et je dis donc ici, nous parlions de la matière, nous parlions de la matière de l'esprit, qui était la différence, et je vous ai entendu l'opacité de la matière qui conduit les humains vers le noir obscur. Ça veut tout dire. Même l'étincelle de l'esprit, c'est-à-dire la lumière, fut aussi puissante, ne désire plus illuminer le chemin. C'est-à-dire que là, on arrive, là je me parle un petit peu de spiritualité, là on arrive dans un schéma humanitaire, dans un schéma de vie, qui est primordialement, je dirais primordialement, centré sur la matière, toute matière. Et en fait, si nous nous concentrons sur la matière, on a tendance à éliminer, évacuer l'aspect spirituel et l'aspect, je dirais, un aspect subtil. Nous sommes attirés vers la matière, car cette matière nous pouvons la voir, nous pouvons la toucher, nous avons tout du moins l'impression de la toucher. Quand les scientifiques, les grands physiciens parlent de la matière, ils vous expliquent clairement que la matière n'existe pas. C'est un condensé de quelque chose qui nous semble être matière, mais qui n'est pas. En réalité, ce qui nous entoure, d'après les physiciens, les grands scientifiques, ce qui nous entoure, c'est du vide. Ce micro est du vide, nous sommes du vide, tout est vide. Donc je disais, l'opacité de la matière conduit des humains vers le noir obscur, c'est en contraste à la nature de l'esprit qui est l'horreur.
Nous sommes donc plus attirés, à l'heure actuelle, nous sommes plus attirés, et nous sommes dans une société, notamment ici en Occident, dans une société capitaliste et de matière, et nous évacuons, nous expulsons la spiritualité, la métaphysique, tout ce que nous ne pouvons pas voir, tout ce qui nous semble très loin, nous l'évacuons. Et nous avons l'impression de vivre dans un confort et ce confort, nous l'agençons avec de la matière autour de nous. Voilà en fait pourquoi j'ai continué leur étincelle d'esprit tutelle puissante ne vous est plus illuminé le chemin. Dans le sens où, si vous évacuez un maximum la spiritualité, si vous vous éloignez de la lumière, si vous vous éloignez de la, entre guillemets, de la lumière, de la subtilité des choses, vous allez vous éloigner, donc vous vous condamnez vous-même à rester dans la matière. Les choses sont bien faites quand même, tout est en équilibre dans le cosmos. C'est vous qui vous éloignez de la spiritualité, c'est vous qui vous éloignez de l'esprit. Voilà, donc c'est un petit peu une digression spirituelle. Alors je continue, l'esprit n'est rien d'autre qu'une vulgarisation de la pensée. Il est une insulte de la pensée, car elle veut cristalliser l'énergie subtile en matière vive et immobile. C'est pratiquement cette phrase est pratiquement dans le même sillage que l'opacité de la matière. C'est exactement la même chose. Donc l'étude, ici c'est la même explication que l'opacité de la matière, mais je prends un exemple avec de l'étude. L'étude n'est rien d'autre qu'une vulgarisation de la pensée. C'est-à-dire que nous sommes à l'heure actuelle dans une civilisation où tout ce qui est écrit, nous avons l'impression que ce qui est écrit est une vérité absolue. Alors que non, alors que l'esprit n'est qu'une traduction de l'esprit. Et pour les gens qui s'y connaissent bien en esprit, les gens qui s'y connaissent bien dans les méandres de l'esprit, ils savent très bien que les méandres de la pensée, dans les méandres de la pensée, il y a énormément de concepts, énormément d'idées, énormément de constructions qui est faite par le cerveau. Et cette construction, quand elle est transmise, transformée par l'étude, elle perd de sa puissance, et je dirais que dans le monde où nous vivons, nous sommes passés d'un monde imaginaire à un monde scriptural, avec l'étude, la civilisation de l'étude. Ensuite, nous sommes arrivés dans l'ère 2.0 qui est celle-ci, qui est l'Internet de l'ère virtuelle. Donc maintenant, on quitte un petit peu l'étude et on retourne dans le virtuel. Et dans le virtuel, on récupère le méandre de l'esprit, on récupère, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Internet, parce qu'en fait c'est vaste. Internet fonctionne comme un cerveau. Internet fonctionne comme un élément de structuration de concept. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'y perdent. Voilà. On va mettre ça de côté. Alors, ici, il y a une autre. Qu'est-ce que cette trivialité d'esprit? Question. Qui veut que de 1, nous progressions vers la complexité du 2, pour revenir vers le 1.
Sauf si je me laisse, je me laisse comprendre de ces événements. Alors, chaque actualité dans ma rhétorique, quelle des entités se confirment maladroitement que l'amitié à cette pseudo-vérité sur la conclusion. Quand la complexité devient une dictature, la simplicité déclare sa vérité. Quand la complexité devient dictature, la simplicité déclare sa liberté. Cette phrase-là, je l'ai également utilisée au débat, quand j'ai la musulmane populaire, et elle détermine bien le monde de Dieu. On vit dans un monde qui est d'une complexité narrative. On vit dans un monde où tout est complexe. Tout est complexifié. L'ensemble de nos existences, l'ensemble des applications de nos existences est compliqué. Alors, dans ce monde-là, qui est un monde factuel, qui est un monde organisé, qui est un monde factice, nos êtres, nos consciences, notre propre personnalité, notre simplicité même, est noyée. Elle est noyée dans cette complexité. C'est-à-dire que la complexité du monde qu'on nous impose on nous impose le monde complexe. Et là, on nous dit en réalité n'est pas si complexe que ça. Il faut beaucoup d'années, beaucoup de siècles pour que nos mondes puissent être en adéquation avec la complexité. Je vais vous donner un exemple. C'est ce que je vais vous expliquer. C'est que nous sommes dans un monde qui doit plus vite, nous sommes dans un monde organisé, qui doit plus vite que l'individu humain. Ça va être vite pour nous. Ça va être vite pour l'humain banal, basique. Il doit évoluer, mais la technologie qui est autour est supérieure. C'est pour ça que nous allons arriver dans un monde de transhumanisme. Pourquoi on parle notamment de transhumanisme? Parce que la technologie qu'on nous impose est trop rapide pour l'humain. Donc on va créer des structures robotiques autour du humain. On va créer des robots, on va créer des androïdes qui sont eux aptes et qui ont eux la capacité de comprendre le système dans sa globalité. Parce que l'esprit humain, le mental, le cerveau humain est basique. Il peut créer des choses, mais il crée des choses qui vont plus vite que lui. À cause de la symbolique avec Frankenstein. Donc, l'auteur Frankenstein crée une créature qui est plus puissante que nous. Nous avons créé, à l'heure actuelle, l'esprit humain a créé des structures qui sont supérieures et qui vont être en autonomisation, ils vont travailler en autonomisation. C'est-à-dire qu'ils vont créer eux-mêmes les machines, le transhumanisme va créer eux-mêmes les robots, eux-mêmes qui vont dans un système de matière. L'humain, ça va être pouvoir. L'humain est constant dans toutes les manières. L'humain, maintenant déjà, en 2017, il est pas très loin de l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer? On arrive dans ce monde de matière, dans ce monde technologique, dans ce monde qui va très vite, et l'humain sera, je dirais, à l'avenir, l'humain ne sera qu'une composante parmi un système factice qui aura lui-même créé. C'est-à-dire qu'on va être dépassé. Nous allons être dépassés. Une infime partie de la population, une infime partie de l'élite,
qu'ils appellent l'élite, entre guillemets, une autre partie de l'individu qui auront la capacité de rentrer en connexion avec les machines seront les seuls individus qui seront viables dans le système. Tout le reste serait du bétail. L'humain en lui-même ne sera que du bétail. Ce sera du bétail pour la technologie. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous expliquer quand je dis que la complexité devient une dictature, la dictature du transhumanisme. Quelles sont les frontières? Et on se rend compte d'une chose. On se rend compte, les scientifiques se rendent compte d'une chose. C'est que l'humain n'arrive pas à s'adapter, à la technologie. Alors, on essaie de créer des androïdes. Ils sont puissants, mais pas assez puissants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un remix. On met des éléments technologiques sur l'humain, et on met des caractéristiques humaines dans des robots ou les programmes des robots. Et après une espèce de transhumanité, c'est une espèce de remix de transhumanité. Et c'est ça l'homme nouveau. Quand vous entendez parler de l'homme nouveau, cet humain-là, c'est un humain transhumaniste. C'est un humain qui doit traiter de la technologie. Ça commence maintenant. On vous met quoi? On vous met dans la main. Qu'est-ce qu'on vous met dans la main? On vous met un portable. On vous met un GSM. On vous met un Android. Mais moi, je parle avec vous, je parle avec la grande un micro qui porte. C'est une augmentation. Il ne va pas voir. La première phase, c'est créer des machines qui aident l'humain à améliorer ses compétences ici. Ici, c'est un terminateur, par exemple. Vous ne pouvez pas mettre comme ça sur le terme micro. Il y a donc un service qui est rendu à l'humain. Mais tous les portables, c'est la même chose. On se transfère de l'information à distance. Mais à l'intérieur du système humain, on a, autour du système humain, on a créé énormément de transhumanisme, des concepts transhumanisme, d'autres de transhumanisme. Et voilà le combat. Donc c'est pour ça que je dis, quand la complexité devient une dictature, ça va être la dictature de machine. Dans quelques temps, ça commence déjà, on le sent, interdire les machines, etc. On sent déjà que les machines sont un peu partout. Je ne suis pas un peu là pour le dire. Il faut qu'il y a plein de bouquins comme des philosophes, des scientifiques qui ont parlé de ça. Il y a du tout. Il y a même dans les années 60 et 70, les écrivains de science-fiction commençaient déjà à parler de ces notions-là. On les a figurés, mais en fait, ils ont quasiment 10 ans, sauf que Baudelaire parlait de vie, ils se sont plantés au niveau du temps, ils se sont trompés au niveau du temps, mais on poussait ça à 2100, 2200, ça va venir. C'est pour ça que je dis que la simplicité au milieu de la dictature, au milieu de la dictature, au milieu de cette dictature de la machine, la complexité de la machine, la simplicité de l'humain essaie de déclarer sa volonté. Ainsi, le seul connaissant de vous, c'est un petit peu spirituel ce que je raconte, un petit peu de façon existentielle. Mais sur ce, je vais vous laisser prendre sur vous. Je suis au courant, nous allons dire une. Et je vais rester là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, ça dépend de quand vous m'invitez, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ne vont pas ici. Prenez soin de vous. Try and enjoy the day.
bonsoir, ça dépend de quand vous m'écoutez ou quand vous me regardez. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du thème de l'utilisation d'Internet. Beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'Internet est un outil. Souvent, la majorité des gens se retrouvent face à Internet, face à leur écran, et subissent cet écran-là, et subissent cette sphère qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre. Alors, il est essentiel de comprendre qu'Internet est un outil qui est mis à notre disposition, et ce n'est pas nous, les individus, qui sommes à la disposition d'Internet. C'est un gros problème qu'on a à l'heure actuelle dans la gestion de l'outil, de comprendre que la machine est au service de l'homme et non le contraire. Et pourquoi est-ce qu'on arrive dans cette situation-là? On arrive dans cette situation parce que la technologie a atteint un niveau de rapidité, de fluidité pratiquement supérieur à l'élément humain lambda, aux êtres humains lambda comme nous, que nous nous retrouvons devant cette machine et que cette machine est pratiquement supérieure. Elle est supérieure dans l'information. Elle est supérieure dans l'information qu'elle vous fournit. Elle est supérieure dans la rapidité dont elle vous fournit cette information. Elle est supérieure sur la manière dont, quand vous lui proposez un questionnement, elle a une rapidité énorme à vous répondre. Seulement, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Internet est une base de données mondiale. Et le tri est très très mal fait. Donc on se retrouve avec une masse d'informations, et cette masse d'informations nous submerge. Elle submerge l'individu lambda. Et beaucoup de gens se réfugient sur Internet et vont en général, ils vont dans les réseaux sociaux. C'est, je dirais, une des premières étapes contact avec Internet. Les réseaux sociaux sont une interface qui nous permet d'avoir un contact avec la machine et caché en arrière-fond, je veux dire, attention, c'est en arrière-fond le contact humain. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'est passé qu'il y a eu une évolution constante des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se sont multipliés de manière exponentielle. Donc l'individu, lui, quand il va sur un réseau social, quand il se présente dans un réseau social tel que, entre guillemets, celui de base qui est Facebook, il va avec une bonne intention au départ. Ensuite, et ça dépend des générations, mais ensuite, il est submergé par le nombre de personnes qui prennent contact avec lui parce que son Facebook est ouvert. Même quand il est en privé, ça revient même, il y a énormément de personnes qui lui demandent des liens d'amitié virtuels. Alors, je vous donne l'exemple de Facebook, pourquoi? Facebook, bientôt, ça va, c'est pratiquement mort déjà. C'est pratiquement mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpassés. Ils ont été eux-mêmes surpassés par leur machine et leur algorithme. Si vous voulez, il y a des phases logarithmiques qui sont données et qui sont créées dans ces logiciels et qui permettent en fait des référencements de connaissances. Ça, c'est pour Facebook. Et le logarithme, l'algorithme de Facebook, de Twitter ou même de YouTube sont des algorithmes qui sont devenus supérieurs en contrôle. C'est-à-dire que l'algorithme qui a été introduit, je vais vous expliquer en 2 secondes ce qu'est un algorithme. Un algorithme,
c'est un arabe à l'époque algorithmique qui a inventé cette manière de compter. Et pour faire ça, un algorithme, c'est une manière de définir, vous donnez des critères, vous définissez des critères, et ensuite l'algorithme fait le calcul et vous donne le résultat. Et c'est pratiquement comme ça maintenant que Internet est fabriqué. Internet, il est fabriqué avec des algorithmes. Et ces algorithmes prennent de plus en plus de puissance parce que plus elles définissent les critères, plus la définition augmente, plus l'information augmente, plus l'algorithme prend de la puissance. Et donc, on est à l'heure actuelle dans une situation où il y a des sphères algorithmiques, des individus algorithmiques qui n'existent pas, qui sont à l'intérieur des machines et qui, eux, prennent de plus en plus de puissance. Et l'humain, lui, qui à la base a créé ces algorithmes est très très vite dépassé. Alors maintenant, dans l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce sont ces algorithmes, qui dirigent tout ce que vous mettez sur Internet, jusqu'à la plus petite information à la plus grande information. L'algorithme, il prend comme une éponge toutes les informations que vous lui donnez sur Internet. Que ce soit pour vos sociétés, que ce soit pour vos relations humaines, il prend toutes les informations, il les réfère, il les structure, et puis il sort des résultats. Ces résultats, en général, sont vendus, ces résultats d'informations sur nos informations privées et personnelles, ou même publiques. Ces informations-là donnent des résultats de profil, et ces profils sont vendus en général. Donc des gens comme Facebook, YouTube ou Twitter prennent ces informations et les revendent à des sociétés qui sont intéressées par l'information, notamment les sociétés de marketing, les sociétés d'État, les États aussi ont besoin d'informations sur les individus. Ils les vendent en général pour le marketing, pour créer des profils, et ces profils-là, ces algorithmes calculent exactement quels sont vos besoins, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Alors, voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ceci pour arriver à cela. C'est que, en réalité, si nous n'avons pas, si vous voulez, la majorité des gens se retrouvent face à un outil et ils n'ont pas l'éducation et les compétences de comprendre cet outil. Et donc, il y aura énormément, comme il y a maintenant, énormément de dérives, énormément de manipulations sur Internet, car c'est un outil également de propagande. Internet est un outil de propagande. Également un outil de propagande, pas que. Et donc, on se retrouve, beaucoup de gens se retrouvent dans une espèce de prison virtuelle. Ils s'y sont introduits, mais ils ne savent plus sortir. Notamment les jeunes générations. On vous dit, la génération 2.0, c'est une génération qui est obligée qui a la facilité et qui est née avec un ordinateur en face d'eux. Ou ce genre de tablette. Alors, il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'un enfant de 0 à 5 ans, dans sa structure mentale, pour avoir une structure mentale normale, il ne peut pas avoir d'interface entre lui et la réalité du monde. Et ce genre de tablette et Internet, pour un enfant entre 0 et 5 ans, c'est très très dangereux. C'est très dangereux pour son évolution, et c'est très dangereux pour sa structuration et sa maturité intellectuelle. Alors ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ont tendance à donner cette tablette à leurs enfants en leur disant « Oh, il est incroyable, il fait ce qu'il veut avec, il joue ce qu'il veut. » Oui, mais il est dans un monde, il crée un autisme. Vous lui créez un autisme en lui fournissant ce genre de tablette.
Vous lui croyez un autisme à l'intérieur de lui, et il aura du mal. Donc il ne le fera pas, mais il aura plus de mal à s'intégrer dans la vraie vie. Et ça, maintenant, il y a énormément de scientifiques qui en parlent, énormément de psychiatres qui en parlent, énormément de psychopédagogues qui parlent de ces sujets-là et qui parlent des dérives d'Internet sur nos enfants. Voilà, alors sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin de vous.